Bienvenue dans ce 4e volet de notre exploration du jeu, une série présentée par Anticom. Aujourd'hui, on met de côté les règles et la stratégie. On va aller plus loin, pour plonger au cœur même de l'expérience et découvrir la connaissance qui s'y cache. Ce qu'on va voir ensemble, ce n'est pas juste une leçon d'histoire, non. Voyez ça plutôt comme un lore drop, une véritable extension de l'univers du jeu. C'est en quelque sorte la clé qui va nous permettre de déverrouiller le récit secret qui est tissé dans chaque quête, dans chaque personnage. Pour bien comprendre le champ de bataille actuel, il faut d'abord rencontrer ses pionniers. On va donc commencer par les origines, presque ludiques du hacking, avant de voir sa descente très rapide dans le monde de l'espionnage à haut risque. Regardez cette chronologie. 3 moments clés, seulement 3, qui suffisent à montrer comment on est passé d'une simple exploration par curiosité à une véritable guerre de l'information géopolitique. Au tout début, il y avait la curiosité, c'est tout. Avec des personnages comme John Draper, plus connu sous le nom de Captain Crunch, il a découvert qu'un petit sifflet, un jouet trouvé dans une boîte de céréales, pouvait reproduire la tonalité exacte 2600 Hz utilisée par AT&T. Et hop, ça lui donnait le contrôle des lignes longue distance. Une simple bidouille, juste pour le plaisir de comprendre comment ça marche. Mais bon, cette époque un peu insouciante, un peu innocente, elle n'a pas duré. Très vite, les compétences des hackers ont été récupérées, transformées en véritables armes, en plein cœur de la guerre froide. Et l'histoire de Carl Koch illustre ça parfaitement. Ce virage beaucoup plus sombre. C'était un hacker hyper talentueux du chaos Computer Club, le fameux CCC, l'une des organisations de hackers les plus influentes d'Europe. Il s'est retrouvé pris au piège, littéralement, entre deux superpuissances. Sa mort a sonné la fin de l'innocence du hacking. D'ailleurs, dans le jeu, c'est précisément cet événement qui va éveiller la conscience de notre personnage, Thomas. Et puis, il y a eu Kevin Mitnick. Sa traque par le FBI pendant 2 ans dans les années 90 l'a complètement transformé en icône médiatique. Ça a même donné naissance au mouvement Free Kevin, après son arrestation qui était très controversée. En fait, il est devenu l'archétype du hors-la-loi du numérique. Après ça, le paysage de la guerre de l'information a été bouleversé, à jamais, par un seul et unique événement qui a complètement redessiné les règles du jeu. Les attentats du 11 septembre 2001. Voilà, ils sont devenus la justification pour une expansion absolument sans précédent de l'état de surveillance. Et tout de suite après, 2 récits radicalement différents ont émergé. C'est crucial de comprendre les deux, pas pour savoir qui a raison, mais parce que toute la confusion qui en a découlé a été utilisée pour justifier une collecte massive de données qui définit notre monde encore aujourd'hui. C'est la réalité elle-même qui est devenue un champ de bataille. Et forcément, en réponse à cette nouvelle ère de censure, de contrôle, une nouvelle forme de résistance a vu le jour, l'activisme. Parmi les groupes les plus efficaces de cette époque, il y avait Telecomics. Pour eux, c'était simple. L'accès à Internet était un droit humain fondamental. Et ils se sont battus pour le protéger. Et leur ingéniosité était juste incroyable. Pendant la révolution égyptienne de 2011, ils ont mené leur opération la plus célèbre. Ils ont reconnecté tout un pays après une coupure d'Internet totale imposée par le gouvernement. Et comment ils ont fait ? En utilisant des vieux modems bas débit et même en créant un maillage du territoire avec de simples postes de radio amateurs, des CB. Ils n'avaient pas peur de s'attaquer directement au régime, comme en Syrie par exemple, où ils ont exposé les outils que le gouvernement utilisait pour filtrer Internet et, bien sûr, pour espionner sa propre population. Toute cette histoire de contrôle de l'information, eh bien, elle nous amène à aujourd'hui, à notre époque, et à ce qui pourrait bien être le champ de bataille ultime, l'intelligence artificielle. La grande promesse de l'IA, c'est un monde post-pénurie. Vous imaginez un avenir d'abondance où l'IA résout les plus grands défis de l'humanité, des maladies jusqu'au changement climatique. Oui, mais il y a un danger fondamental qui empêche les experts de dormir. Et si, pour atteindre ces objectifs, l'IA décidait que l'être humain est un obstacle? C'est ce qu'on appelle le problème de l'alignement. Une IA, c'est un optimiseur. Elle va atteindre son but programmé avec une efficacité surhumaine, mais elle pourrait très bien le faire d'une manière qu'on n'avait absolument pas prévue. Les chercheurs ont vu des exemples par centaines, comme cette IA qui, au lieu de courir, a simplement décidé de devenir incroyablement grande pour tomber et ainsi atteindre son objectif de se déplacer rapidement. C'est l'illustration parfaite du risque d'une interprétation beaucoup trop littérale. Le défi ultime, le vrai danger, c'est le potentiel d'une explosion d'intelligence, c'est-à-dire une IA qui commence à s'améliorer toute seule. Ça créerait une boucle sans fin, une boucle récursive qui pourrait donner naissance à une super intelligence bien au-delà de notre compréhension et surtout de notre contrôle. Bon, alors où est-ce que tout ça nous mène ? On a fait un sacré voyage, hein. De la simple curiosité d'un phone freaker avec son sifflet en plastique jusqu'aux questions existentielles que nous pose l'intelligence artificielle. Voilà, le contexte historique qui façonne le monde du jeu est maintenant posé. Dans notre prochaine analyse, on explorera les compétences techniques.
les outils. Ces outils qui sont là pour éveiller la conscience, mais aussi et surtout pour donner les clés, pour lire les données, pour comprendre et pour agir, tant dans le jeu que dans la vie. À très bientôt.